prochain conférencier est assis à côté de moi. C'est Joseph Galli, qui ne nécessite plus de présentation maintenant, et qui va nous parler d'assurance vie, d'assurance invalidité. Que doit-on savoir? Merci beaucoup, François-Pierre. OK. Coupe de disclosure, je ne vends pas d'assurance, je ne suis pas un conseiller financier, j'ai aucune ristourne, je ne recommande rien. On se comprend parce que je n'ai pas le droit de vous recommander de quoi. Mais l'année passée, à notre conférence et depuis quelques années, j'ai plusieurs questions vis-à-vis qui viennent des médecins, chirurgiens et des patients sur l'assurance vie. Qu'est-ce que je peux faire pour l'assurance vie? Est-ce que je suis applicable? Est-ce que je peux obtenir l'assurance vie comme médecin? Est-ce que je devrais dire qu'il y a du Lois Dietz ou du Marfan, ou il y a une chirurgie ou un problème d'ordre, etc. Alors, j'ai vécu ça avec ma famille et depuis un an, je travaille à faire beaucoup de recherches avec des aviseurs à travers le pays pour leur demander qu'est-ce que vous faites avec des gens qui ont la difficulté ou qui ne sont pas assurables. Je vous dis que il faut comprendre que dans l'industrie d'assurance, le courtier qui va vous vendre l'assurance est payé sur commission. Ça veut dire que si lui, il vend, il y a une commission. Le problème, c'est que si je fais un cas comme Jean, c'est clean, c'est facile, c'est une demi-heure, puis je reçois une commission de X. Si je fais un cas comme Joanne, en haut, c'est un cas de 2 heures, 3 heures, plus une autre quinzaine d'appels, puis information, renseignement, j'ai la même commission. Question technique, vous êtes un vendeur ou vendeuse, lequel des deux cas est-ce que vous allez vendre? Jean. Parce que pour la même demi-heure, j'ai la même commission qui va me prendre peut-être des semaines de travail que Joanne. Alors, il faut que vous compreniez à la base comment ça fonctionne l'assurance de vie et comment ces gens-là sont rémunérés. Autrement dit, c'est plus facile de faire un cas comme Jean pour le même argent que faire un cas comme Joanne. Donc, pour nous, les gens dans cette pièce qui ont Marfan, Lois Dietz, Ehlers-Danlos ou d'autres types de maladies, vous êtes désavantagés au départ. Parce que les aviseurs ne veulent pas nécessairement passer le temps avec vous, c'est moins payant. So, je fais ça comme background, si vous voulez, là-dessus. Mes objectifs aujourd'hui, c'est de démystifier, vous démontrer que oui, il y a de l'espoir et on a développé des stratégies. J'ai passé à travers le pays, j'ai posé des questions à les top aviseurs, puis je leur demandais qu'est-ce que tu fais avec un Joanne versus un Jean. Okay? Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Et notre objectif va être de créer un réseau pan-canadien qui va être capable de desservir nos patients et d'autres patients comme nous et leurs familles à leur donner la protection financière dans une structure que nous, on va élaborer. Ce n'est pas notre métier, je ne connais pas ça, mais on va le mettre en place, on a déjà commencé. Okay? Maintenant, on va regarder 3 choses. Pourquoi avoir l'assurance vie? Encore, je ne suis pas un vendeur d'assurance vie, mais je regarde comme papa, je veux être certain que ma famille ont les moyens nécessaires si je ne suis pas là dans le futur. Donc, il y a beaucoup de types, vous allez entendre des différents types d'assurance, vie, santé, invalidité, voyage, maladie grave, hypothécaire, collective, crédit, etc., etc. Puis il y a encore un paquet d'autres types d'assurance. Aujourd'hui, on va focuser juste sur l'assurance vie seulement. Maintenant, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est l'assurance vie, c'est un contrat entre vous, l'individu, et la compagnie d'assurance, Manulife, Sun Life, Industrie Alliance, quoi que ce soit. Puis c'est un contrat légal entre vous deux. Okay? Il y a 4 boîtes ici que vous voyez. Ça, c'est les 4 éléments d'une police d'assurance. Il y a l'assuré, ça, c'est la vie qu'on assure. Okay? So, dans ce cas-là, ça, c'est la vie de Joanne, exemple. La propriétaire de la police peut être Joanne, ou ça peut être une compagnie, ou ça peut être un autre membre de famille ou une autre tierce partie. Ce n'est pas nécessairement le propriétaire de la police, c'est la même personne qui est assurée. Ensuite, le bénéficiaire peut être une tierce partie, ça peut être une fondation, ça peut être la famille, ça peut être les enfants. Vous décidez c'est qui le bénéficiaire. Puis finalement, le payeur peut être quelqu'un d'autre. Ça peut être un membre de famille, ça peut être une compagnie ou ça peut être l'individu eux-mêmes qui font le paiement pour ça. C'est très, très important de comprendre ces 4 rôles. Des fois, les 3 rôles sont pareils, l'assuré, propriétaire et payeur, parce que si tu es mort, tu ne peux pas être le bénéficiaire. Right? Make sense? C'est assez simple.
Maintenant, vous allez entendre deux types d'assurance, terme et permanente. Il y a un paquet d'autres choses en dessous de ça, mais concept facile, terme et permanente. Terme, vous achetez juste le volet assurance. Permanente, vous achetez le volet assurance plus un volet investissement. Pop quiz, si vous êtes payé sur commission, vous êtes tous des aviseurs, votre commission va être plus élevée au niveau terme ou au niveau permanente? Permanente, exact. Parce que la beauté des compagnies d'assurance, c'est qu'ils vous demandent de mettre l'argent dans votre police d'assurance. Vous allez accumuler l'argent dans la police d'assurance à 4 ou 5 %. Eux vont prendre cet argent, l'investir à 7 ou 8 %. Ils vont mettre 2, 3, 4 % dans leur poche et ils vous payent le 4 %. C'est le meilleur business au monde, c'est de prendre votre argent. Moi, je prends une cote là-dessus, puis je vous donne la moitié à vous. Okay? C'est comme ça que ça fonctionne dans les compagnies d'assurance. Donc, un vendeur d'assurance, un aviseur va toujours vous essayer de vous vendre le permanent parce que le commissionnement est plus élevé. Okay? Je ne dis pas que ce n'est pas le bon produit, mais il faut juste comprendre la motivation en arrière de ça. OK. Pourquoi procurer une assurance vie? Pas besoin de passer tout mais imprévu, tu veux protéger votre train de vie existante. Vous avez une jeune famille ou vous attendez d'avoir une famille, c'est protéger la famille, le futur. C'est de payer des choses à votre décès. Est-ce que vous saviez que vous avez des impôts à payer quand vous allez mourir? OK? Vous avez beaucoup d'impôts à payer basés sur votre patrimoine quand vous allez mourir. Si vous laissez ça à votre famille à payer, ils ont une dette à payer sur votre part. Une police d'assurance peut couvrir tout ce passif ou cette obligation. Si vous êtes en affaires puis vous avez une compagnie, on appelle ça en anglais key man ou personne clé, homme clé. Ça peut être pour financer une entente d'achat ou vente entre des associés. C'est utilisé souvent en affaires comme levier et pour réduire le risque. Dernièrement, ils vont souvent vous vendre l'idée de l'investissement, que c'est en anglais, on appelle ça forced savings. Comment est-ce qu'on dirait ça en français comme terme? Épargne forcée, I guess. OK. Est-ce que tout le monde connaît MIB? 1, 2 et maintenant MIB 3. OK. Je ne parle pas du tout de eux. Sauf que MIB existe et MIB, si vous allez à ce site-là, s'appelle Medical Information Bureau. Medical Information Bureau. Vous vous rappelez Big Brother, 1984, Orwellian, tout ça. Si vous êtes une compagnie d'assurance en Amérique du Nord et Dr. Ouellet fait une demande pour une police d'assurance, ils vont regarder le Medical Information Bureau pour Dr. Jean Ouellet. Puis quand la première question sur toutes les polices, est-ce que vous avez été décliné ou refusé pour une police d'assurance? Et Dr. Ouellet dit non. Et ça a vraiment été le cas. Quand ils vont aller dans le Medical Information Bureau, ils vont mettre le nom de Dr. Jean Ouellet et il était décliné 2 fois. Ah, Dr. Ouellet, c'est un menteur. C'est exactement ça qui arrive. Tu n'es pas un menteur, je te connais bien. Je ne veux pas que personne pense que Dr. Ouellet, c'est un menteur. Mais le problème, c'est que les gens ne comprennent pas qu'il y a ces types de renseignements disponibles et que tout, je vous dis tout, avec 100% des compagnies d'assurance vie nord-américaines déposent toutes leurs data dans ça. Maintenant, si vous êtes décliné pour une police d'assurance, il ne faut pas mentir. Parce qu'il y a peut-être des raisons pour le fait que vous avez été refusé, puis il y a des façons de contourner ça. Mais si vous essayez de jouer le système un peu, contourner le système un peu, they're smarter than you. Ils sont plus smart que vous parce qu'ils ont toutes les données. OK? So, pensez au Medical Information Bureau. Ces gars-là sont là pour protéger l'univers, ça c'est le film, mais les autres sont là pour protéger les compagnies d'assurance. Maintenant, c'est très petit, c'est juste en termes de quoi faire et pas quoi faire. Do not lie, ne pas mentir.
Le minute qu'ils trouvent un mensonge sur une application, c'est décliné et ça va être sur votre record. Donc, dans 3 ans, vous allez faire une autre demande pour une police d'assurance. It's there. Il est là. Okay? Ne pas supposer, do not assume, que vous comprenez la question. Si vous ne comprenez pas la question, parce que c'est une demande qui peut avoir une soixantaine de questions, dépendamment quel type de police d'assurance que vous demandez des précisions. Répondez seulement à la question. On a tous tendance à partir sur quelque chose. S'il demande, Dr. Wallet, dans les derniers 5 ans, avez-vous eu ça? C'est 5 ans. Okay? So, il faut être vraiment précis, parce que peut-être il y a 6 ans, tu as eu ce problème-là, mais aujourd'hui, vous n'avez plus ce problème. OK? So, it's a no, et c'est correct. Mais il faut penser vraiment à la question qu'il vous pose. Des fois, on a des oublis. Oh, j'ai oublié de mentionner que j'ai eu un stent. Bien, des oublis, c'est pas de la fraude, mais c'est borderline, OK, pour des choses majeures. Parce que dans les premiers cas, mensonges ou des choses comme ça, c'est considéré la fraude. OK? Ils ont 2 ans après que vous preniez une police d'assurance pour voir si vous avez fait quelque chose, puis ils peuvent vous annuler la police durant cette période-là et vous retourner les primes. Vous n'êtes plus couvert. Maintenant, 10 ans passent, tu as dit un mensonge ou vous avez omis de l'information, vous meurez maintenant 10 ans plus tard, vous avez payé vos primes tout le temps, puis il apprend que vous avez fait un mensonge sur votre application, sur votre demande. Ils ont droit légalement de vous refuser la protection et de ne pas rembourser vos primes de 10 ans. So, tu pensais que tu avais une police d'1 million ou 500 000 pour protéger votre famille. Vous avez fait des fausses déclarations ou des mensonges carrément. Ils ont carrément droit dans leur contrat avec vous de ne rien payer et de rien rembourser. Tu as passé 10 ans à payer, tu as pensé que tu étais toute protégée, que votre famille est toute correcte. Vous êtes en difficulté financière rendue là. Ne pas improviser. Okay? Répondez exactement. Si vous ne connaissez pas les réponses, tu dis « I do not know », je ne sais pas, laissez-moi vérifier avec mon médecin ou avec quelqu'un d'autre pour s'assurer qu'on a la bonne information. Il faut trouver un conseiller ou conseillère qui va vraiment prendre le temps et qui ne sont pas motivés par juste le commissionnement. Parce que si c'est juste le commissionnement, je vous garantis que tu n'as pas bien acheté le bon produit et que fort probable, tu ne seras même pas capable d'acheter le bon produit parce qu'il ne passera même pas le temps avec vous. L'autre chose, on est tous pressés, on veut faire quelque chose, let's go, let's go, let's go. Prenez votre temps à faire la demande parce qu'il faut vraiment penser à vos réponses et que c'est juste. On veut éviter, on veut ôter des mains des compagnies d'assurance la capacité de vous refuser à la réclamation. Il y a certains types de polices d'assurance que vous voyez aux télévisions, garantie 8 piastres par jour, peu importe votre maladie, etc., etc., etc. Vous voyez ça sur les annonces. There is a fine print en caractère 2 que tu ne vois pas, qui disent « oui, mais tata, 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 tata ». Okay? Puis ils peuvent vous refuser. Dans certains cas, vous n'êtes pas assuré pour les premiers 2 ans. Okay? Ça veut dire que tu payes, tu meurs à 18 mois, tu n'es pas assuré. So, il faut vraiment lire le fine print, okay, pour voir c'est quoi. OK, stratégie. J'ai trouvé 5 stratégies en parlant avec des différents aviseurs à travers le pays. Une, c'est de regarder ça d'une façon holistique, familiale. Si vous êtes, il y a une membre, disons qu'un parent, on va prendre le cas de Joanne et moi je ne suis pas atteint, Joanne est atteint, Joanne était plus assurable d'après eux. Mais moi, j'étais assurable. J'ai augmenté, dans le fond, j'ai doublé mon assurance vie. Ils m'ont refusé parce qu'ils ont dit, tu ne fais pas assez d'argent pour être capable d'avoir une police d'assurance vie à ce niveau-là. On a fait un rebuttal, on a fait toute une présentation, puis on a expliqué pourquoi, à cause de la maladie, et que maintenant, moi, je fournis de l'assurance vie, dans le fond, pas juste sur ma vie, mais c'est pour protéger mes enfants puis mes petits-enfants dans la structure. Ils l'ont accepté. Mais au départ, non. Il faut être capable de faire le cas, le business case pour eux autres. Il faut que ça fait du bon sens. Il y a quelque chose qui s'appelle, dernier à décéder, last to die. Okay?
So, j'ai 2 personnes qui sont assurées, pendant Joanne et moi encore. Joanne est atteinte, moi je ne suis pas atteint. Ils font toute l'analyse médicale sur moi, ils ne font aucune analyse médicale sur Joanne, mais elle est couverte. Okay? Même si elle n'est pas assurée. C'est la structure du produit qui existe. Ensuite, assurance. Qui a de l'assurance collective ici? Vous travaillez chez votre compagnie? OK. Il ne faut aucun test médical pour l'assurance collective. Alors, si vous êtes capable d'accéder à un programme d'assurance collective, prends-le. La beauté qu'ils ne vous disent pas, c'est que quand vous quittez la compagnie, c'est transportable. Vous ne faites plus partie de ce groupe-là, mais vous pourriez conserver votre assurance et vous êtes assuré même si vous n'êtes plus assurable. Est-ce que vous comprenez? Alors, c'est une façon de contourner leur système. Acceptation garantie. Il y a des polices jusqu'à 25 000 $, automatiquement, ils t'acceptent. Il faut lire le fine print parce qu'il y a un paquet d'éléments là-dessus. Puis, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'on peut aller chercher de l'assurance vie pour un Canadien dans le marché américain. Et ils sont beaucoup plus agressifs aux États-Unis. Ils sont prêts à prendre beaucoup plus de risques. Il faut juste le structurer. Alors, juste en passant des entrevues, j'ai trouvé 5 stratégies. Nous, notre objectif, c'est de trouver d'autres stratégies puis travailler avec des aviseurs à travers le pays pour que quand on a des patients ou des médecins qui nous appellent puis disent qu'est-ce qu'on fait avec ça, on est capable de les référer. Si vous pensez que vous êtes pour diagnostiquer, si on était avec quelqu'un hier soir puis ils pensent que leur enfant est potentiellement a du Marfan syndrome, ma recommandation, c'est premièrement, ne faites pas le test génétique. Même si les tests génétiques ne sont pas éligibles par les compagnies d'assurance pour vous refuser, ils le font quand même. Sauf qu'ils ne l'appellent pas de cette manière-là. Ils disent, Dr. Ngelmo, do you have any conditions? No. Well, I was Marfan syndrome, Ah, OK. C'est pas par le test génétique, mais par la déclaration, you're eliminated. OK, tu es décliné. Alors, si vous avez, ça c'est pour les médecins et pour les patients, si vous avez un membre de famille que vous pensez peut être peut-être atteint, qui n'a pas eu un diagnostic encore, va faire votre demande d'assurance. Mettre l'assurance en place avant, parce que c'est critique. Tu n'as pas menti, tu n'as pas de diagnostic encore. Il ne peut pas revenir contre vous à ce moment-là parce que tu n'avais pas de diagnostic. Si vous avez un diagnostic 6 mois plus tard, well, that's life. Ça arrive. Okay? Une autre stratégie, c'est on peut acheter une option sur une police pour un parent, pour un enfant non né ou un jeune enfant. Donc, si vous êtes un jeune couple et dites, écoute, je vais avoir une famille, il y a un risque qu'ils ont des complications plus tard, tu peux avoir l'option aujourd'hui, ça ne coûte rien, mais votre enfant est garanti d'être assurable sans aucune évaluation médicale. Okay? So, c'est une autre façon de le faire. Ça, on avait dit. So, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un réseau d'aviseurs. On va les certifier. On va leur demander, de donner une certaine approche et stratégie, puis une éducation au niveau de nos maladies. Et on va les aider à bâtir des programmes pour nos patients à une base holistique familiale. Est-ce que vous connaissez le Disability Tax Credit? C'est crédit d'impôt pour les gens handicapés. Quelqu'un a levé la main? 1, 2, OK. Erreur en français, merci. Le gouvernement est prêt à vous donner de l'argent gratuitement si vous rentrez dans les critères. So, une autre chose qu'on va faire avec ça, c'est regarder les différents programmes gouvernementaux qui sont disponibles. Puis nos aviseurs, il va falloir qu'ils soient habiles à aller chercher de l'argent sur ces programmes. Okay? Parce qu'il y a de l'argent disponible. L'année passée, Revenu Canada a envoyé 100 000 lettres à des Canadiens disant « Vous êtes éligible et vous ne prenez pas avantage de ce programme-là. » Puis c'est 20 000 $ avant 18 ans qu'ils sont prêts à vous donner gratuitement, non imposable, okay? Que tu peux investir. On avait déjà parlé de ça hier, on va l'annoncer aujourd'hui. À partir du premier trimestre, qui veut dire janvier, février, mars 2020, nous allons commencer à donner des bourses à des jeunes chercheurs, chercheuses sur une base mondiale. C'est 25 000 US. Et l'objectif, c'est de promouvoir la recherche sur Lois Dietz
ainsi que d'autres maladies connexes à notre maladie. Alors ça, c'est des très, très bonnes nouvelles parce qu'on va cibler des jeunes chercheurs à travers le monde. On commence avec un, puis l'idée, c'est de l'expansionner ça au fur et à mesure. Alors, on a déjà fait on a une équipe qui commence à travailler là-dessus, et c'est très excitant parce que c'est une autre approche et une autre méthodologie. Les jeunes n'ont pas accès au financement ou aux bourses comme les plus vieux. Les gens avec les cheveux gris ou pas de cheveux, ils ont plus d'accès aux bourses parce que c'est moins risqué pour les établissements de donner de l'argent à quelqu'un qui est plus expérimenté. Quelqu'un qui a une idée qui est out of the box, qui est vraiment way out there comme ça, bien, malheureusement, ces gens-là ne sont pas capables d'obtenir de l'argent. Et dans le cas qu'on a fait avec notre fondation américaine, on a donné 15 000 $ à Dr. Pam Guerrero il y a 6 ans. Elle a réussi à avoir 1 046 000 en retour, de d'autres subventions. Puis maintenant, elle a un labo permanent au National Institute of Health. Moi, comme investisseur, ça, c'est comme acheter Google à 15 cents, puis ça vaut 600 $. C'est ce type de rendement. Alors, en termes de présentation, c'est tout ce que j'avais. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ça. J'avais juste une petite question. Quand tu as parlé que Joanne n'était pas assurable, est-ce qu'elle avait une assurance vie avant d'être So, dans le cas de Joanne, elle avait une assurance vie avant d'être diagnostiquée, dont cette police reste en vigueur. Il n'est pas touché. Mais si je voulais acheter d'autres protections pour elle, elle ne sera pas éligible pour d'autres protections. Mes enfants, j'ai fait ça pas par stratégie, juste parce que quelqu'un m'a référé de le faire. J'ai acheté pour les enfants qui étaient très, très jeunes, ça ne coûte rien. Mais le fait que mes 2 sont atteints de l'OSD, le fait que 2 ont cette police-là, ils ont des options à chaque 5 ans d'augmenter le montant par 150 000 $. Et je le prends à chaque 5 ans. Donc, ça, c'était par hasard. So, ça, c'est une autre stratégie qu'on peut faire pour les jeunes. Ça va? OK. Dr. Laberge? Oui, je voulais juste faire... Moi, je suis pas assez grande pour parler de ça. Bien, baisse-le. Je voulais juste faire un commentaire justement par rapport aux assurances, parce que ce qu'on faisait souvent en génétique, c'est que quand les gens viennent pour un test prédictif, ça fait partie des enjeux dont on parle. Puis des fois, on dit justement aux gens, bien, en ce moment, vous n'avez pas de symptômes. On peut attendre pour faire le test génétique, faites vos demandes d'assurance, puis vous reviendrez nous voir plus tard, puis on fera le test plus tard, une fois que votre demande sera faite. Ce que j'ai vu récemment, je dirais dans les derniers 2 ans à peu près, dans des familles, surtout de marfands ou qui ont un nouvel enfant, c'est qu'ils viennent nous voir alors que l'enfant est encore tout petit en disant on a fait une demande, puis sur la base de l'histoire familiale, l'enfant a été refusé. J'ai l'impression que c'est peut-être un peu dépendant de la compagnie ou peut-être de l'aviseur qui ne peut pas se donner le trouble. Peut-être qu'il y aurait eu de magasiner un peu plus pour ces cas-là, mais ça peut arriver parce qu'ils regardent l'histoire familiale que même chez quelqu'un qui n'a pas encore de symptômes, ça ne soit pas aussi straightforward. Ils n'ont pas le droit, s'il n'y a pas de diagnostic, ils n'ont pas le droit, je vous dis, ils n'ont pas le droit de décliner une application, une demande à cause de family history. Mais ça arrive, parce que le problème, c'est que le souscripteur, lui, dit « Non, il faut comprendre, mon enfant de 2 ans, ses premiers mots, c'est « non ». Okay? Un souscripteur médical qui travaille dans l'assurance, son premier mot, c'est « non ». Okay? Le gars qui fait les réclamations, payer votre claim, son premier mot, c'est « non ». Okay? Automatic default, « non ». Donc, il faut être capable, c'est pour ça que je dis, il faut qu'on trouve des bons aviseurs qui vont fight pas mon terme, qui vont travailler pour nous, à notre avantage, parce que ça aurait dû pas être refusé. Non, mais des fois, ça peut être aussi sans qu'il y ait un diagnostic formel, un jeune enfant qui a quelques signes, mais pas encore suffisamment pour poser un diagnostic, plus l'histoire familiale. Je pense que des fois, il s'appuie là-dessus. Moi, j'essaie d'être très prudente quand j'ai pas de diagnostic puis qu'il n'y a pas de test génétique qui était fait, de dire en ce moment, je n'ai pas de diagnostic de l'enfant. Le clé, c'est en ce moment. En ce moment. Mais je pense que il y a des gens qui se butent à ça, puis c'est une réalité. Écoute, hier, il y avait un patient Marfan qui est venu me voir parce que c'est que je travaille sur ça. Elle a été refusée sur 4 compagnies d'assurance. J'ai dit, d'après ce qu'elle m'avait dit, elle n'aurait dû pas être refusée quand elle avait fait sa demande. Sauf que l'aviseur, lui, il dit, écoute, c'est trop d'ouvrage pour moi. Il envoie ça à une
couple de compagnies dit non, 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 sorry, je ne peux rien faire. Merci. D'autres questions? Christian? Question en deux parties. Donc, moi, ma plus jeune avait été refusée parce qu'elle avait un rendez-vous génétique avant d'avoir un diagnostic. Donc, comment on fait pour retourner numéro 1 et numéro 2? Lorsqu'on l'applique, est-ce qu'on dit refusé? Oui, on était refusé. Donc, c'est là où l'aviseur est important. Parce que, vous allez faire la demande, oui, j'ai été refusé, il va faire un business case cover letter. Il va dire, ce client a été refusé à cause de ça, on pense que c'est pas juste à cause de ça, ça aurait dû pas y arriver, Parce que la compagnie d'assurance, eux autres sont mindés process. Check, done, no, next. Tu leur forces à sortir de leur système en faisant ça. C'est très. C'est pour ça que le bon aviseur, parce que l'autre chose, c'est que les aviseurs connaissent les souscripteurs. Et un bon aviseur est capable de parler avec le souscripteur puis dire, Jean, écoute, voici ce qui est arrivé, it's not fair ou c'est pas correct ou whatever. So, il y a une marge de négo, vente, si tu veux, s'ils font bien leur job. Deuxième question? Des fois, ce qui est écrit dans le dossier, fait que ce qui est délicat, c'est que si, comme médecin, on voit quelqu'un qui a une histoire familiale, puis on écrit possibilité de Marfan parce qu'il y a le risque familial, ça joue contre vous. Si on dit histoire familiale, mais en ce moment ne rencontre pas les critères diagnostiques de Marfan, ça c'est autre chose. Fait que des fois, si vous êtes dans un processus comme celui-là, c'est important d'en parler avec le médecin pour que dans la note médicale, ça soit clair aussi. On n'est pas en train, il faut comprendre, on n'est pas en train de mentir. Ce n'est pas un mensonge. C'est une clarification et une distinction. Les compagnies d'assurance vivent et meurent sur les distinctions. OK? Alors, il n'y a aucune raison pourquoi nous, on ne devrait pas faire la même chose. Je pense que la clé, c'est l'aviseur. Si en trouver un bon, c'est vraiment difficile que votre liste va aider parce qu'ils veulent faire leur soumission rapidement. It's fast money. Et puis, juste pour que vous sachiez, si vous saviez et vous connaissiez les commissionnements qu'ils font, vous commencez à vomir tout de suite ici dans la pièce. OK? C'est absurde l'argent qu'ils font pour le travail qu'ils font. OK? Ce n'est pas encore public, mais il s'en vient qu'il veut dévoiler publiquement les frais des gens d'assurance. Les compagnies d'assurance bossent ça with everything they've got. Il ne veut pas que personne, parce que s'ils coupent les commissions, ils ne vendront pas d'assurance. Il faut comprendre que personne achète de l'assurance. L'assurance est vendue. Personne achète l'assurance. L'assurance est vendue. Si je n'ai pas quelqu'un pour le pousser, pour le vendre, you're out of business. OK? Dominic, Joanne. Oui, mais dans un cas comme ça, c'est la même chose. Tu demandes à l'aviseur de parler au souscripteur, puis dire, OK, exemple, un PFO, Patent Form Opening, OK, entre les côtés du cœur. Bien, that closes in some cases, dans certains cas où il peut y avoir une chirurgie. Very common. Ça ne devrait pas être une raison pour décliner un patient. Mais si ce n'est pas bien expliqué, no. OK? So, c'est toujours l'explication puis le business case que vous allez bâtir en conséquence. Joanne? Si je comprends bien, les parents ou les gens qui espèrent être parents avec une maladie comme la nôtre, ce qui est important, c'est quand on a un enfant, ou bien on fait ce que tu as dit, on prend une espèce d'option avant la naissance de l'enfant, et ça ne peut pas être refusé, c'est ça? Correct. OK. Ou bien, dès que l'enfant naît, on souscrit à une police tout de suite avant d'aller voir un conseiller génétique. Yep. Dr. LaBerge? You might as well stay up there, Dr. LaBerge. So, en français, oui, comme vous voulez. En fait, vous n'êtes jamais obligé de voir personne. Puis, à la naissance, des fois, les gens veulent bien faire, puis ils se disent ah, bien, il y a l'histoire familiale, on va appeler la génétique tout de suite, on vient voir le bébé, nanana. Mais il n'y a en général pas d'urgence de voir le bébé tout de suite à la naissance. Moi, en général, les familles que je connais, s'il y a une grossesse qui est en cours, souvent on voit la femme, surtout si elle-même est touchée pendant la grossesse. Je leur dis
pas de symptômes, ben, je leur dis si vous préférez attendre pour le test puis faire vos demandes d'assurance maintenant puis revenir plus tard. Mais moi, dans ma note, si l'enfant n'a pas de symptômes, j'écris l'enfant ne rencontre pas les critères diagnostiques. Il y a un risque à cause de l'histoire familiale, il va être réévalué plus tard. Ça, that's okay. Ça, c'est correct. Mais je pense que c'est très important que personne mente là-dedans. Ça, c'est très clair. Si moi, je vois l'enfant, puis déjà, c'est un enfant qui a des pieds beaux, qui a déjà une dilatation de la horte, qui a une dislocation du cristallin, je ne peux pas non plus dire qu'il n'y a pas ça. Ça, c'est un On demande personne à mentir. On ne veut pas que le médecin mentisse. On ne veut pas que vous, comme demandeur d'une demande, que vous faites un mensonge. C'est pas ça qu'on cherche. Puis les tests prédictifs, ça peut être aussi chez les jeunes adultes. S'il y a un diagnostic qui est fait après que quelqu'un a une dissection dans la famille, puis qu'on voit quelqu'un qui a 22 ans, son écho cardiaque est normal, son examen physique, j'ai un score systémique à 1 ou 2, je vais dire la même chose. Il ne rencontre pas les critères diagnostiques. Il y en a qui vont décider d'essayer de se faire assurer avant qu'on fasse un test génétique pour vraiment clore le dossier. Il faut comprendre que même des gens qui ont du cancer puis sont en rémission peuvent avoir l'assurance. Il y a même des gens maintenant que les compagnies d'assurance, si tu avais le sida ou si tu as le sida, si vous êtes sur un protocole prédéfini, ils vont vous assurer quand même. Alors, la vaste majorité des aviseurs vont vous dire non. Why? Parce que c'est plus facile de faire Dr. Wallet que de faire Joanne en termes pour le commissionnement que je fais. Et je sais que je peinte tout le monde avec la même brosse, puis je fais une grosse... Et je ne veux pas faire tort à personne si vous êtes un aviseur ou vous avez un membre de famille. Je ne dis pas qu'ils sont tous comme ça, mais la vaste majorité sont comme ça. Et ce n'est pas ce type de personnes qu'on cherche pour nous appuyer. Dr. Laberge? Je dirais l'autre commentaire, c'est que le syndrome de l'OSD en particulier, mais aussi le Marfan, souffre du fait que, dans le contexte d'assurance, que beaucoup d'aviseurs ne connaissent pas ça, puis les souscripteurs non plus. Fait que quand c'est compliqué, ils vont sur Google ou whatever, ils voient Marfan, dissection, refusé. Ils ne se posent pas trop de questions. On voit ça dans beaucoup de maladies rares où, plutôt que d'essayer de creuser et de comprendre le cas particulier, puis les risques réels dans ce cas-là, ils refusent parce que c'est juste trop compliqué. C'est là où il faut faire tout un cas. C'est un bon exemple. Juste pour dire, j'ai déjà rencontré il y a 3 semaines, j'ai pris l'avion pour aller à Calgary pour un meeting de 30 minutes avec le souscripteur en chef pour Manuvie, pour lui parler de l'OSD, par exemple. Puis dire, c'est pas nécessairement une maladie que vous devrez refuser. Il dit, OK, montre-moi le business case. So, on est en train de monter le business case avec des médecins présentement pour être capable de démontrer que si vous avez du l'OSD, ça ne devrait pas être automatiquement un no. OK? Puis on pourra faire le même cas avec Marfan puis d'autres maladies fur et à mesure. D'autres questions? Parce que I think I'm done, eh? Sorry. OK, merci beaucoup.